gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et comme vous avez vu avec le titre de 1, on est mercredi, c'est pas un jour de JVDT et c'est surtout encore une vidéo de crime. Mais il faut savoir qu'il y a quelques mois, quand j'étais malade et que je ne pouvais rien faire, que je suis restée une semaine allongée sur ce canapé en train de regarder la télé, j'ai découvert une chaîne au Brésil qui parlait que d'histoires criminelles. Et à chaque fois que je changeais d'épisode, je me suis dit c'est vrai que ça je pourrais en parler sur YouTube. Et je notais et après j'ai commencé à faire des scripts et je me suis retrouvée avec une dizaine de scripts de vidéos de crimes. Et quand je regardais ces émissions, c'était comme je vous ai dit des émissions du Brésil. Et pour regarder ces émissions, j'utilisais quoi? Un VPN. Et d'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter Surfshark parce que je collabore avec eux depuis déjà plus de 2 ans. Mais pour ceux qui connaissent pas, Surfshark est donc un VPN qui permet de changer la localisation de votre ordinateur ou de votre téléphone ou de n'importe quel appareil que vous souhaitez pour vous situer donc dans un autre pays. C'est très facile d'utilisation, vous l'avez sous forme d'extension pour l'ordinateur mais également sous forme d'application et ça sert dans tout type de situation que vous pouvez imaginer. Quand j'étais au Japon et qu'on voulait regarder la Formule 1 depuis là-bas, on pouvait pas. Et du coup avec Surfshark, on a pu changer la localisation et on a pu accéder à la Formule 1 pour acheter des billets d'avion moins chers. Si vous changez de pays, vous pouvez avoir des billets d'avion moins chers. Un autre exemple, il y a pas longtemps de ça, il y avait Espagne-Brésil au foot et on pouvait pas regarder avec Marco parce que ça passait pas sur la télé. On a pris notre VPN, on a mis comme si on était en Espagne et on a eu donc accès aux chaînes locales et on a pu regarder le match hyper facilement. Énorme point positif avec Surfshark, c'est que vous pouvez l'utiliser sur le nombre d'appareils que vous souhaitez en payant un seul abonnement. Donc comme je vous ai dit, moi je l'ai vraiment sur l'ordi, sur l'iPhone, sur l'iPad et Marco l'a également sur son téléphone. En plus de ça, Surfshark va venir crypter vos données pour ajouter une sécurité supplémentaire pour vous protéger en ligne et aussi en cachant vos activités de navigation sur internet. Si vous voulez tester Surfshark pour protéger votre vie personnelle, je vous laisse mon code promo qui est donc Sajovana avec 2 i et 2 n qui s'affiche de toute façon sur l'écran avec également le QR code juste ici. Avec ce code, vous avez également 3 mois supplémentaires gratuits. Et c'est pas tout puisque Surfshark vous offre une possibilité de remboursement. Donc vous pouvez tester pendant 30 jours. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez vous faire tout simplement rembourser. Vous avez donc les informations qui s'affichent sur l'écran, mais il y aura également tout dans la description, tout bien expliqué. Et on attaque donc cette JVDT. L'histoire d'aujourd'hui est vraiment une histoire totalement folle, dans le sens où, de 1, la police va très mal faire son job, mais ça on n'est pas surpris à force, surtout si vous regardez beaucoup de vidéos true crime, mais surtout la personne en question, la femme en question, a réussi à faire plus de 3 crimes sans se faire attraper et comment elle a détruit la vie de sa meilleure amie sans aucune raison valable. Je vais donc vous raconter l'histoire de Pam Up. Avant de vous parler de Pam, je vais donc vous parler de Betty. Betty était une fille très pétillante qui s'entendait bien avec absolument tout le monde. Son entourage et ses amis disaient qu'elle voyait toujours le bon côté des choses. Betty, elle avait 3 sœurs et à l'époque du lycée et de la fac, elle avait vraiment pas mal de copines, des meilleures amies, tout le monde l'appréciait. Et d'ailleurs, revenons à cette période, au lycée, tout se passait très bien, elle avait des très bonnes notes, beaucoup d'amis, elle a commencé l'université, elle avait un petit job comme DJ, elle adorait faire soirée, s'amuser, mais très vite, Betty savait c'était quoi son rêve, elle voulait se poser, se marier, fonder une famille et avoir des enfants. Et très vite, elle va donc trouver un petit ami qui s'avère donc être l'homme de sa vie. Cet homme s'appelle donc Russ. Ils vont donc se mettre ensemble, se marier et Betty va réaliser son rêve puisqu'elle va avoir donc 2 enfants. Une fois qu'il a terminé ses études, il a trouvé un travail donc dans le domaine de l'informatique et il bossait donc depuis chez lui, ce qui était pratique puisqu'ils avaient déjà quand même 2 enfants. Nous voilà début 2010, tout se passait très bien dans leur vie, ils sont heureux, ils vont même déménager dans une maison plus grande puisqu'ils ont 2 enfants, Ross bosse depuis chez lui, il a besoin d'espace, mais voilà qu'un jour ils vont avoir une mauvaise nouvelle puisqu'ils vont apprendre que Betty avait donc un cancer. C'était donc un cancer du sein, c'était très
très dur pour Betsy, mais même dans un moment comme ça, elle restait quelqu'un de positive. Elle était très entourée par sa famille et elle essayait toujours de voir le bon côté des choses. Elle va donc suivre plusieurs séances de chimiothérapie et un jour elle va recevoir la bonne nouvelle qu'elle était donc en rémission, enfin que son cancer était en rémission. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décider de fêter ça avec sa famille et ses amis les plus proches. Ils vont donc partir faire une croisière. Ils vont vraiment réserver la croisière pour partir tous ensemble et profiter pendant une semaine. Mais voilà, les semaines sont passées, les mois sont passés et peu de temps avant de partir, Betsy va donc apprendre que son cancer était revenu. Une fois de plus, c'était très dur. Ses amis lui ont dit t'inquiète pas, c'est pas grave pour la croisière, ça va aller, on peut annuler. Mais pour Betsy, c'était hors de question. Elle avait un rêve, elle voulait voir les baleines, elle voulait profiter de son entourage et pour elle, c'était déjà une victoire. Et ils vont donc partir faire cette croisière et elle va dire que c'était le meilleur choix de sa vie. En revenant de sa croisière, quand elle va voir les médecins, elle va apprendre que le cancer, malheureusement, s'était propagé au niveau de son foie, qu'il lui restait plus trop de temps. Et nous voilà donc le 27 décembre, seulement quelques jours après Noël. Le mari de Betty, Russ, avait un truc de prévu tous les mardis, c'était comme une routine, donc il mangeait avec sa mère le soir et après avoir mangé avec sa mère, donc aux alentours de 17h, 18h, très tôt, il allait chez des amis pour qu'ils jouent à des jeux. Alors c'est des jeux vidéo, un peu de jeux de rôle, vous voyez, et ils restaient ensemble, ils buvaient, ils fumaient et après ils rentraient chez lui. Mais voilà, avec la maladie de sa femme, cette petite routine se faisait de moins en moins. Russ préférait passer du temps avec sa femme, mais sa femme va lui dire que le mardi, il pouvait aller voir ses potes et ce qui était prévu, c'est que le lundi soir, elle allait dormir chez sa mère. Sa mère allait donc l'amener en chimio et ensuite elle allait la récupérer donc et Russ avait juste à récupérer Betsy donc le soir chez sa mère. Mais voilà que dans la journée du mardi, Russ va recevoir un message de sa femme en disant oui bébé, t'inquiète pas, t'as pas besoin de me récupérer, j'ai une amie qui va me poser chez nous. Mais le petit souci, c'est qu'ils avaient une seule clé pour deux. Et Betsy va lui dire qu'il fallait juste laisser la maison ouverte. Alors Russ, il part à 17h de chez lui, il laisse la maison déverrouillée, il va annuler le repas avec sa mère parce que voilà, c'était pas souvent qu'il voyait ses amis, donc il préférait aller plus tôt chez ses amis et en plus de ça, il voulait s'arrêter faire quelques petites courses pour acheter du vin, des trucs à grignoter. On voit dans les images qu'à 17h56, il s'est arrêté dans une petite supérette pour acheter donc des courses pour aller chez Mike. Et en arrivant chez Mike, les plans vont changer parce que un des amis ne pouvait pas être là, donc ils pouvaient pas faire leur jeu. C'est un jeu, il faut tant de personnes, donc ils pouvaient pas le faire. Et à la place de ça, ils vont boire, fumer et regarder la télé. C'est vers 9h du soir qu'il va partir de chez Mike pour rentrer donc chez lui. Il va s'arrêter pour acheter 2 burgers. Il arrive chez lui, il gare sa voiture dans le garage. Il descend un gros paquet de croquettes pour chien qu'il avait acheté. Le pose dans le garage et puis il rentre donc dans la maison. Sauf que quand il rentre dans la maison, il va tomber sur une scène horrible puisqu'il va voir donc sa femme allongée par terre dans une mare de sang. Il va vite appeler la police et il est totalement paniqué et il va donc dire que sa femme s'était suicidée. She's on the floor. Oh my God, she's gone. Okay, just take a couple deep breaths. Russell, how long were you gone today? I left around 5 and I just got back. But she was at her mom's and her friend was bringing her home, so I don't know what time she got home. Has she been depressed lately? She's got cancer. Sauf que la police, quand ils vont arriver sur place, ils vont très vite remarquer que ça ne pouvait pas être un suicide. Elle a les poignets qui sont taillés, mais attention, trigger warning, parce que là c'est quand même assez voilà. Les poignets ont été tellement taillés au point que ça avait touché l'os. Il y avait beaucoup de sang autour d'elle, mais il y avait du sang sec qui avait séché au niveau de ses cheveux. Et en s'approchant, il remarque donc plusieurs coups de couteau au niveau de son corps entier, donc au niveau du crâne, au niveau des yeux et également au niveau de la gorge, puisqu'on a essayé de lui trancher la gorge au point que le couteau était resté coincé et que le reste des autres coups de couteau était donc avec un autre couteau. Donc pour que vous ayez une idée de la violence, le médecin légiste va dire par la suite qu'il y avait plus de 50 coups de couteau et qu'elle était morte depuis environ 1 heure déjà quand Russ est arrivé.
Les enquêteurs vont direct suspecter Russ parce que déjà le mari c'est toujours le premier suspect dans l'histoire. Mais quand la police ont donc fouillé la maison, ils vont trouver dans le placard une paire de pantoufles appartenant à Russ avec donc le sang de sa femme. Déjà ça va être très bizarre, mais la police vont aussi trouver que Russ lui-même était bizarre. Ils vont dire que son appel téléphonique était étrange parce que soi-disant il était beaucoup trop paniqué. Je suis désolée mais il a quand même trouvé sa femme morte dans une mare de sang, donc c'est un peu bizarre de ne pas être paniqué. Et vous allez voir que c'est assez contradictoire parce que ça leur dérange qu'il soit paniqué, mais sa façon d'agir va aussi les déranger puisqu'ils vont dire que c'était bizarre que Russ les attendait à l'extérieur de la maison. Ils vont dire que c'était bizarre qu'il a direct parlé d'ensuite. Et que c'était aussi bizarre qu'il n'avait pas de sang sur lui, c'est-à-dire qu'il est rentré, il a vu sa femme décédée et il n'a pas essayé de la toucher, de lui faire un câlin, absolument rien. Et j'arrive pas trop à comprendre parce que comme quoi, quand tu fais les choses bien et que tu ne touches pas au corps parce qu'il faut préserver une scène de crime, c'est bizarre, mais s'il aurait touché le corps et il aurait essayé de la secouer ou je ne sais quoi, ça aurait été bizarre aussi. Vous voyez, je trouve qu'il a juste bien réagi et par rapport au fait qu'il a parlé d'un alors que ça se voyait qu'elle avait plein de coups de couteau, ben je pense que déjà de 1, tu vois ça, t'es choqué, tu vas pas forcément chercher à regarder de plus près, et de 2, faut savoir que Betsy avait déjà essayé de se suicider de cette façon, donc c'est sûrement dû à ça que Russ a direct pensé à ça. Russ alors, il a été interpellé et interrogé pendant plus de 10 heures d'affilée à ce moment-là, et petit rappel, il venait de sortir d'une soirée avec ses potes où il avait bu et fumé, donc il était clairement pas sobre, et c'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il n'a pas du tout demandé son avocat et que pendant 10 heures, il répondait à toutes les questions de la police. Et chaque fois qu'on lui posait une question, il répétait la même chose, il expliquait donc que Betsy avait eu une séance de chimiothérapie et qu'elle lui a envoyé un message lui disant qu'il n'y avait pas besoin de la récupérer, qu'une amie à elle allait la déposer chez eux. Que pendant ce temps, lui, il était chez des amis, qu'ils peuvent même interroger ses amis, tout le monde lui dira qu'il était là-bas, il va dire qu'après, il est passé acheter des burgers, qu'il a sûrement été filmé, qu'il a même le ticket de caisse qui est dans la voiture. Sauf que voilà, les enquêteurs vont trouver ça bizarre qu'il se justifie autant à direct parler de caméra, de ticket de caisse. Mes amis peuvent le confirmer. Voilà, ils vont trouver tout ça suspect. Et Russ va insister sur le fait qu'il n'a pas été donc le dernier à voir Betsy, que c'était donc son amie. Et qui est cette amie? Elle s'appelle donc Pamela. Pamela, elle a grandi dans une famille extrêmement catholique, elle avait 3 frères et elle était très populaire au lycée. Mais tout a changé quand elle va rencontrer un homme et elle va très rapidement tomber enceinte. Elle a donc dû abandonner ses études pour vite se marier avant que cet enfant soit né, et ils vont très logiquement prendre un appart ensemble, commencer à vivre ensemble, et cet enfant va arriver au monde, c'est donc une fille, sauf que Pamela va très mal vivre tout ça. Elle voyait toutes ses copines en train de s'amuser au lycée, qui vont à l'université, et elle est bloquée dans un mariage et avec un gosse, et elle ne supportait pas cette idée de passer à côté de son adolescence, et donc elle ne supportait pas sa fille. Son premier mariage va quand même durer 6 ans et puis elle va soudainement quitter son mari pour se mettre avec un autre homme qui s'appelle Mark, et au moment des faits, elle est toujours mariée à ce Mark en question. Pam et Mark étaient vus un peu comme des personnes bizarres dans le quartier, dans le sens où ils étaient très discrets, et dans le sens où dans le quartier il se passait des choses assez... Voilà, il y avait des bagnoles qui se faisaient cambrioler, il y avait des maisons qui avaient des tentatives d'infraction, et tout le quartier suspectait donc Pamela et Mark. En 1989, elle va avoir un deuxième enfant, et à ce moment-là, elle va donc commencer à travailler dans un bureau d'assurance, et c'est donc là que Pamela et Betsy vont se rencontrer. Au début, elles étaient pas du tout proches, elles se parlaient vraiment à des fins professionnelles quand il le fallait, mais dès que Pamela va apprendre que Betsy avait un cancer, elle va être très présente pour elle. Mais quand je vous dis très présente, c'est très présente. On va apprendre plus tard que par exemple, lorsqu'un membre de la famille de Betsy voulait l'accompagner faire sa chimio, Pamela, soit elle s'incrustait, soit elle n'était pas d'accord. Il fallait à tout prix qu'elle soit là à toutes ces séances de chimiothérapie. Toutes. Mais bref, les deux vont devenir vraiment des meilleures amies. On va demander à Pamela qu'est-ce qu'elle faisait donc le jour de la mort de Betsy. Elle va dire
dire qu'elle avait donc amené Betsy en chimio et puis qu'ensuite elle avait posé chez elle, qu'elle était rentrée, elle avait fait à manger et qu'elle a regardé des films avec son mari et ils sont allés dormir. Sauf que le souci, c'est que cette version de Pamela va changer plusieurs fois. La première fois, elle avait donc dit qu'elle avait déposé devant chez elle et qu'elle était ensuite partie. La deuxième fois, elle va quand même dire qu'elle avait déposé chez elle, elle avait attendu que Betsy rentre et qu'elle était partie. Did you go inside? No. Et la troisième fois, elle va dire qu'elle avait carrément raccompagné chez elle, mis au lit, attendu qu'elle s'endorme et ensuite elle est partie. So did you ever actually go inside the house? I did. Et quelque chose de bizarre que la mère de Betsy va dire, c'est que ce jour-là, Pamela n'était pas du tout censée être là. Betsy l'avait donc appelée pour lui dire qu'il n'y avait pas besoin qu'elle vienne parce que c'était prévu que ce jour-là, Betsy voit une ancienne amie à elle qui était son ancienne nounou. Mais Pamela s'est quand même ramenée alors que Betsy lui a clairement dit de ne pas venir, qu'elle voulait voir juste cette amie parce que ça faisait longtemps qu'elle s'était pas vue. Pamela, elle est quand même venue et c'est donc elle qui l'a ramenée le soir chez elle. Malgré tout ça, les enquêteurs vont pas plus se pencher sur Pamela parce que de base, ils avaient fait venir Pamela parce qu'ils savaient que c'était la meilleure amie de Betsy et ils voulaient avoir donc des informations sur Russ. Ils voulaient voir si Russ était un mari toxique, est-ce que Russ aurait pu la tuer. C'est juste pour ça qu'ils l'ont fait venir. Il a suspecté pas du tout. Et Pamela va donc révéler à la police que Russ avait un comportement violent, que Betsy lui a dit plusieurs fois qu'elle avait peur de lui, qu'elle lui avait même écrit un mail en parlant du comportement de son mari, que par exemple une fois il avait essayé de l'étouffer avec un coussin. He started playing this game of putting a pillow over her face to see what it would feel like. This is what it's going to feel like when you die or whatever, and then act like he was kidding. Sauf que voilà, quand la police va demander de voir le mail, Pamela va dire qu'elle avait plus le mail parce que Betsy lui avait demandé de supprimer parce qu'elle avait peur que Russ tombe dessus. Mais il y a un petit truc qui va quand même titiller les enquêteurs. C'est que seulement 5 jours avant le décès de Betsy, Betsy avait changé des documents en ce qui concerne son assurance vie. Et en fait, Betsy avait enlevé son mari et ses enfants et elle a donc mis seulement Pamela. Pam était donc désormais sur le point d'hériter la somme de 150 000 $. Et lorsque Pam a été interrogée à ce sujet, elle va dire qu'en fait, Betsy était en quête que son mari la tue pour avoir donc l'argent et elle avait peur du coup que ses enfants n'aient jamais accès à cet argent. Et Betsy lui a dit, écoute, est-ce que ça te dérange d'avoir l'argent et toi tu les donneras à mes enfants? Pamela, en tant qu'une très bonne meilleure amie, va dire qu'il n'y avait aucun souci et ce changement avait été fait. Dites-vous que quand les flics l'interrogeait sur ça, elle était tellement chill, Pamela, qu'elle va même dire « Si je voulais être bénéficiaire de l'assurance vie de quelqu'un, j'aurais tué quelqu'un de ma propre famille. J'avais pas besoin de Betsy. » Elle a aussi précisé que si elle aurait planifié de faire ça, elle aurait pas tué la personne sur le moment, elle aurait attendu que les changements soient approuvés et qu'elle aurait tué la personne un peu de temps après. Parce que sinon, c'est trop flag après tout. Et voilà donc que le 4 janvier 2012, Russ a été officiellement arrêté pour le meurtre de sa femme et il va donc engager un avocat qui s'appelle Joel. L'heure du décès de Betsy a été enregistrée entre 19h20 et 21h20 et tous les amis de Russ ont été appelés à témoigner et ils ont tous dit la même chose, que ça ne pouvait pas être lui parce que ils étaient avec lui ce soir en question. Son avocat lui a prouvé par A plus B avec plusieurs preuves comme par exemple le fait que le téléphone de Russ avait été localisé donc chez ses amis. Ensuite il y a les images de lui dans le supermarché en train d'acheter son burger. Il avait aussi le ticket qui prouve tout ça. Mais malgré tout ça, l'accusation a réussi à convaincre les jurys en disant que tous les amis de Russ étaient en train de mentir, qu'ils auraient pu garder le téléphone de Russ pendant que lui, il serait allé tuer sa femme. Ils ont présenté Russ comme quelqu'un de très très violent et quelque chose qui va pas trop l'aider, c'est que ses enfants vont témoigner et quand on va demander si son père avait l'habitude de s'énerver, ils vont pas mentir et ils vont dire que oui, ça arrivait, mais comme dans n'importe quelle famille, il y a des embrouilles, mais c'est vrai que le témoignage des enfants ne va vraiment pas du tout l'aider. Et je vais juste vous énumérer le nombre de choses que la police n'ont pas pris en considération en ce qui concerne Pamela. Pamela qui est donc la dernière personne à avoir vu Betsy en vie. Tout d'abord, les enregistrements téléphoniques de Pamela montrent qu'une fois qu'elle a soi-disant posé Betsy, elle est quand même restée 30 minutes dans la zone de la maison de Betsy.
30 minutes. Pamela n'avait pas non plus d'alibi. Voilà, elle a juste dit qu'elle était rentrée chez elle directement, qu'elle a regardé un film avec son mari et qu'elle a été dormir, donc elle n'a pas vraiment de preuves. Pam aussi n'a jamais eu à passer le test polygraphe et la raison elle est très bizarre, c'est qu'elle a présenté donc un certificat médical en disant qu'elle ne pouvait pas le passer et quand on a interrogé son médecin du pourquoi tu lui as fait ce test médical, ben le médecin va dire qu'en fait Pamela lui a dit de le faire et que du coup il l'a fait. Mais voilà, c'est pas bizarre ça non plus, ils vont pas le prendre en considération. Autre chose, les vêtements de Pamela n'ont jamais été analysés, donc Russ, on sait que ses vêtements ont été analysés et on n'a pas trouvé une seule goutte de sang à part sur ses pantoufles qui étaient dans le placard. Et ça c'était très suspect parce que les pantoufles, il y avait du sang en dessous, vous voyez, de la pantoufle. Et les pantoufles étaient posées dans le placard, mais si c'était le cas, il y aurait dû avoir du sang dans la maison. Mais en fait, on ne sait pas s'il y a eu du sang dans la maison parce que la police n'ont pas fait passer la maison au luminol. C'est-à-dire qu'ils retrouvent une femme avec 50 coups de couteau et ils ne font pas passer la maison au luminol pour savoir est-ce qu'elle a été tuée autre part, est-ce que son corps a été déplacé, est-ce qu'il y a du sang ailleurs. Absolument rien. Ils ont voulu faire ça une fois qu'ils avaient déjà donné l'autorisation à Russ de revenir dans sa maison et que la maison avait donc été nettoyée par une entreprise. Donc juste pour que vous ayez une idée, voilà à quel point l'enquête était bâclée. On va aussi apprendre que Joel, quand il a consulté donc le test polygraphique de son client, donc de Russ, de un, ils lui ont fait un test alors qu'il avait fumé et bu, donc normalement le test n'est pas valable. Et en plus de ça, il va apprendre que le test a été modifié. C'est-à-dire que le test de base, il était non concluant. Parce qu'il avait bu, il avait fumé, ça faisait 32 heures qu'il était éveillé. Mais eux, ils ont changé des choses pour dire que le test était valide, alors qu'il n'était pas valide, vous voyez. Et ils vont utiliser ce test en tant que preuve dans l'enquête. Donc, quelque chose à savoir, c'est que pendant toute l'enquête, la mère de Pam, elle est décédée d'une façon très étrange puisqu'elle est tombée de son balcon. Sa mort était quand même assez suspecte, mais pour la police, c'était quelque chose de normal. Elle était une personne âgée, donc ils ont classé la mort comme un accident. Et qui c'est qui a touché son assurance vie? C'est Pamela. À la fin du procès, donc c'était en novembre 2013, le jury a fini par déclarer Russ coupable et il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Nous voilà en 2014 et il va se passer quelque chose, c'est que les enfants de Russ vont commencer à se poser des questions en ce qui concerne Pam. Parce que voilà, de base, les enfants de Betty et de Russ, on dirait qu'elles étaient pas trop du côté de leur père, presque pouvant le penser coupable. Mais quand elles vont commencer à demander à Pamela de rendre l'argent, ben Pamela ne va pas le faire. Pamela ne comptait pas le faire, bien sûr, de rendre l'argent. Et elles ont décidé donc de poursuivre Pamela en justice. Et c'est vrai que lors de ce procès, ben Pamela, elle n'était pas aussi sereine qu'au procès de Russ. Elle était un peu plus stressée. Et pendant le procès, elle va dire qu'elle avait finalement rendu l'argent, qu'elle était désolée, tout ça. Mais c'était déjà trop tard. Pendant ce temps, Russ, il est en prison et son avocat essaye du mieux qu'il peut d'avoir un nouveau procès pour son client. Et il y a quelque chose qui va énormément l'aider. C'est que en 2016, Pamela va se retrouver dans une nouvelle affaire de crime. Puisque oui, en août, la police a reçu un appel de la maison de Pamela où elle était en train de demander de l'aide en disant que quelqu'un la suivait. Elle était en panique et d'un coup, on va entendre des coups de feu. Hey, hello, there's someone breaking in my house. Help! What's the address you're at? Help! Woman, woman, get your what? I'm getting in the car with you. No, get What's the away. address? Get out, get out, get out. Help! Ma'am, what's the address you're at? Help! Help! Okay, somebody break in. Lorsque la police est arrivée, un homme de 33 ans était mort dans son salon. Il s'appelait Lewis. Pamela, elle explique qu'elle était en train de marcher dans la rue et qu'un homme a surgi de nulle part avec un couteau sous son cou en lui demandant de rendre l'argent. Elle a dit qu'elle a réussi à se libérer et qu'elle a donc couru à l'intérieur de chez elle. Elle a réussi à récupérer son arme, mais Lewis est donc rentré chez elle et pour se défendre, elle lui a tiré dessus donc 5 fois. Lewis, lui, était un père de 2 enfants. Il avait 33 ans. En 2005, il avait été impliqué dans un accident de voiture qu'il avait laissé avec un handicap mental et physique permanent. Vu que c'était compliqué de maintenir un job, il faisait des petits boulots par-ci par-là. Et c'est donc comme ça, soi-disant, qu'il a rencontré Pamela. Et c'est vrai que pour la police, c'est quasiment impossible que Lewis, avec son handicap, il est pris en otage avec un couteau qui lui est couru après parce qu'il
qu'il avait un problème à la jambe. Donc pour la police, tout ça était très bizarre et ils ont donc ouvert une enquête sur Pamela. Et c'était bénéfique pour eux parce qu'il avait déjà le fait que la mère de Pamela est morte d'une façon très étrange. Il avait aussi le fait que Pamela ne voulait pas rendre l'argent aux enfants de Betsy et Russ, et maintenant Pamela elle est accusée d'avoir tué un homme. Donc il a vraiment utilisé tout ça, tout ce qui rendait Pamela très suspecte, pour demander un nouveau procès pour Russ, et il va donc réussir. Joey va réussir à avoir accès à un témoignage de Pamela et elle avait raconté quelque chose de totalement ouf en disant que Pam et Betsy, elles avaient une relation et que soi-disant Russ les avait surpris ensemble, et c'est sûrement pour ça que Russ a tué Betsy. Donc ça c'est Pamela qui va le dire, mais c'est vrai que l'entourage de Pamela va dire que c'est absolument impossible tout ça parce que Pamela c'était la personne la plus homophobe du monde. Russ a donc été libéré en 2017. Il avait déjà purgé 3 ans et demi donc pour le meurtre de sa femme, et après libération bien sûr il a intenté une action en justice contre le procureur du comté et 3 détectives qui étaient donc sur l'affaire. Il les a accusés donc d'avoir fabriqué des preuves en ignorant les preuves qu'il aurait innocentées et de ne pas avoir enquêté sur d'autres suspects. Et pendant tout ça, dites-vous que l'avocat de Russ va apprendre quelque chose, c'est que le procureur du premier procès, qui s'appelle donc Léa, était en couple avec Mike, donc l'enquêteur principal du crime de Betty. Mike d'ailleurs, il avait même témoigné contre Russell pendant le procès, alors que sa petite amie était donc le procureur du cas. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il y a un conflit d'intérêts là-dedans. Dites-vous que personne n'a été inculpé dans cette affaire. Donc la procureure en question a pu continuer à travailler, les détectives aussi, ils ont pu continuer à travailler. Et Russ, lui, ben voilà, il a passé 3 ans et demi en prison. Il a réussi à avoir une indemnité, mais c'est une indemnité de 2 millions de dollars. Ce que je trouve très peu quand même pour 3 ans et demi en prison. La date du procès de Pamela va être fixée donc à juin 2019. Donc le procès de Pamela en ce qui concerne le meurtre de Lewis. Pas encore en ce qui concerne Betsy, hein, on n'est pas encore là. Et du coup, on va avoir plus de détails en ce qui concerne la mort de Lewis. Donc Pamela avait fait croire à Lewis qu'elle était productrice de l'émission Dateline sur NBC et qu'elle voulait enregistrer sa voix contre rémunération pour reconstituer un appel 911. Mais bien sûr, c'était faux. Donc Pamela, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement le tuer et elle va placer dans sa poche un petit mot comme si c'était des instructions venant d'un tueur à gages et également de l'argent. Donc sur le papier, c'était des instructions ordonnant de kidnapper Pamela et récupérer son argent avant de l'éliminer. Elle voulait donc faire passer Lewis pour le tueur à gages engagé par Russ qui était en prison. Donc comme si Russ voulait récupérer son argent et qu'il voulait faire tuer Pamela. Sauf que voilà, Pamela n'a pas été très intelligente puisqu'à l'intérieur donc de la poche il y avait 900 $ et ils vont remarquer par le numéro de série des billets que les numéros de série se suivaient avec d'autres billets qu'ils ont retrouvés chez Pam. Donc voilà, c'était grillé. Sans parler du fait qu'elle a été filmée par des caméras quand elle a été dans le quartier de Lewis pour lui parler. Et on va apprendre aussi qu'elle a parlé à une autre femme. Donc elle a fait cette proposition de travail à une autre femme. Et heureusement, cette femme a refusé parce qu'elle a demandé à Pamela si elle avait un petit badge à présenter. Et Pamela, elle avait rien à présenter. Elle est vite partie, mais sa voiture a été filmée sur place. Voilà, à ce moment-là, la police l'a donc pris pour un interrogatoire. Et quand ils ont commencé à présenter tout ce qu'ils avaient à Pamela, elle a sûrement compris que c'était la fin, que là elle allait pas pouvoir s'en sortir. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être filmée en train de prendre un stylo sur la table et puis elle va demander d'aller aux toilettes. Et une fois aux toilettes, elle va donc essayer de se avec ce stylo. Heureusement, la police ont vu le truc venir et ils ont été très rapides et ils ont donc pu la sauver. Pendant son procès, donc, elle a déposé un soi-disant plaidoyer d'Alford. Le plaidoyer d'Alford, c'est donc un plaidoyer qui fait que tu acceptes de plaider coupable tout en rejetant le chef d'accusation afin de conserver son innocence. En mode, t'acceptes que t'es coupable, mais toi, tu trouves pas que t'es coupable. Et ça fait que du coup, elle a évité la peine de mort. Elle a d'abord été du coup condamnée pour la mort de Lewis, mais ensuite un nouveau procureur a été élu dans leur ville en question et son nouveau procureur a donc rouvert le cas de Betsy. C'est donc seulement en 2021 que Pamela a été interrogée pour la première fois en tant que principale suspecte dans le meurtre de Betsy. Alors que les gars, je suis désolée, quand on retourne en arrière et qu'on repense à
tout ce qu'ils avaient contre elle. Je comprends pas, enfin j'allais dire je comprends pas comment ça a mis autant de temps. Je comprends très bien, les enquêteurs ont voulu cibler Russ pour je ne sais quelle raison, alors que ça se voyait qu'elle était très sûre. Pour eux c'est très clair, Pamela aurait tué Betsy pour une histoire d'argent. Ils pensent que le jour du meurtre, elle a donc déposé Betsy, elle a attendu qu'elle s'endorme, surtout qu'elle prenait des médicaments très forts, ce qui fait qu'elle était un peu groggy, elle était un peu dans les vapes, et que Pam l'aurait déplacée dans le salon, l'aurait plusieurs fois. Elle va enlever la chaussette de Betsy qui était pleine de sang pour mettre de ce sang sur la pantoufle donc de Russ pour l'inculper, et ensuite elle a remis cette chaussette donc sur Betsy. Pam a donc été inculpée pour un homicide volontaire sur Betsy le 12 juillet 2021. Mike Wood, le procureur, il va dire qu'il avait clairement demandé la peine de mort pour Pamela. Ce que je peux dire, c'est que nous avons une personne qui non seulement a assassiné son ami, puis mutilé son corps, mis en scène le meurtre, témoigné contre un homme innocent, puis a fini par assassiner quelqu'un d'autre. Je ne peux pas trouver un cas plus dépravé que celui-ci. Elle est donc toujours incarcérée au centre correctionnel dans le Missouri et elle est également soupçonnée du meurtre de sa mère. Faut savoir que après l'autopsie, ils ont trouvé une forte dose de sédatif donc dans le sang de sa mère, mais malheureusement, ils n'ont jamais pu prouver que c'était Pamela qui l'avait tuée. Voilà donc en ce qui concerne le cas de Pamela. Franchement, cette histoire m'a choquée parce que en fait, c'était tellement simple de l'inculper, de au moins se poser la question que ça aurait pu être elle, mais je ne sais pas pour quelle raison les enquêteurs ont ciblé Russ comme ça. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas, le code Surfshark se trouve juste ici et également dans la description, et vous avez aussi le QR code. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.